Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le fonctionnement des réseaux IP. Alors, pour aborder cette notion qui est un peu complexe, nous allons essayer d'être le plus zen possible, et donc nous allons faire un petit voyage. Destination, le Japon. D'abord un petit proverbe amérindien, donc qui n'est pas japonais. Pour bien comprendre l'autre, il faut avoir marché plusieurs lunes dans ses mocassins. Bon, il s'agit d'un proverbe que j'ai un petit peu modifié, mais l'idée principale, ça va être de se mettre à la place d'un ordinateur. Et qu'est-ce qu'un ordinateur peut voir ? Globalement, il ne voit rien. Alors évidemment, à l'époque où a été créé le protocole IP, eh bien, les ordinateurs n'avaient pas de webcam et tout, et donc ils ne pouvaient communiquer qu'avec une petite carte réseau. Et évidemment, ils ne voient rien. Comment peut-on communiquer quand on est dans le noir ? Eh bien, on va prendre comme exemple le talkie-walkie. On imagine qu'on est dans le noir, et nous avons un talkie-walkie. On peut aussi utiliser maintenant le smartphone, qui n'existait pas à l'époque. Pourquoi le talkie-walkie ? Pourquoi le smartphone ? Le talkie-walkie, eh bien, permet en fait de communiquer, mais de façon un petit peu distincte du smartphone. Le talkie-walkie permet d'appeler, de parler, mais on doit attendre la réponse avant de pouvoir reparler ensuite. Donc ça se fait en deux temps, je parle, la personne écoute, me reparle, et ensuite moi je peux recommencer. En communication réseau, c'est ce qu'on appelle le half duplex. Au niveau du smartphone, eh bien, lui, il peut communiquer dans les deux sens en même temps. C'est ce qu'on appelle le full duplex. Pas besoin d'attendre, on communique en simultané dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, nous allons plus nous attarder avec le talkie-walkie. Alors le talkie-walkie, on va se mettre sur le canal 8. Bon, il y a à peu près 16 canaux au niveau du talkie-walkie. Et on imagine qu'on a un talkie-walkie sur une très courte portée. Un talkie-walkie, ça sur plusieurs kilomètres. Bon, là, on va imaginer que c'est quasiment un talkie-walkie Bluetooth. Donc on est 3 mètres maximum. Et donc, on est dans le noir et on ne sait pas avec qui on va pouvoir communiquer. La seule chose qu'on sait, on est sur le canal 8. Je vais parler en posant la question « Qui est là ?» Je suis dans le noir, je suis avec mon talkie-walkie, je pose la question « Qui est là ?» Ah, quelqu'un me répond « Je suis Brian, je suis là. » Bon, sommes-nous dans la cuisine ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Brian nous répond. Ah, aussi Morgan qui me répond « Je suis Morgan, je suis là. » Bon, déjà, 2 personnes. Ah, je suis Router, et je suis là. Donc, a priori, j'ai 3 personnes qui sont présentes dans la pièce, en tout cas dans l'endroit où je me trouve. On va essayer de voir un peu plus clair, histoire de comprendre ce qui nous entoure. Allumons un petit peu la lumière, avec une petite bougie, et nous voici dans une pièce. Nous sommes au Japon, dans une pièce plutôt traditionnelle, et donc nous avons Morgan qui est à droite, puisqu'on l'a entendu tout à l'heure, Brian qui est à gauche, et au centre, Router. Nous sommes en droit de nous poser la question si on est dans une pièce, est-ce qu'on est dans une maison, on ne sait pas. On peut imaginer une toute petite pièce avec une maison, juste dans une maison avec une seule pièce. Et à ce moment-là, on va pouvoir communiquer qu'avec les personnes qui sont dans la pièce, puisque notre talkie-walkie, je vous rappelle, a une portée très courte, donc on va pouvoir communiquer avec le talkie-walkie dans la pièce. Et uniquement dans la pièce. Mais on peut aussi imaginer que nous soyons dans une plus grande maison. Et dans une plus grande maison, il y a plusieurs pièces. Nous avons potentiellement ce schéma-là. Vous êtes à droite, le cercle, le disque rose et noir. Nous avons Morgan, Brian, Router, et ce que nous ne savions pas, a priori, vu d'en haut, nous avons aussi une autre personne, Webby, un autre Rotex, et puis aussi Externaline, qui est à l'extérieur de la maison, semble-t-il. Donc, dans notre cas, vu que nous avons notre talkie-walkie qui nous permet de nous parler juste dans notre pièce, eh bien, on peut imaginer que Webby et Routex vont pouvoir avoir leur propre canal pour communiquer avec le talkie-walkie, et
De la même façon, External In aura un autre talkie-walkie avec un autre canal. Donc nous revoici dans notre salle. Donc voilà juste ce que je vois. Morgan, Brian et Router. Si je veux communiquer avec Webby ou encore avec External In, qui est beaucoup plus loin, eh bien, je ne peux pas juste parler dans la salle, on ne va pas m'entendre, et mon talkie-walkie reste bloqué sur sa fréquence. Les parois sont insonorisées, je ne peux pas crier, rien du tout. Il va falloir que je trouve un moyen pour pouvoir communiquer avec eux. A priori, ce que je vois, c'est que notre Samurai Router, eh bien, a un pied dans notre salle et également dans l'autre salle. Donc il va falloir que je passe par lui pour communiquer avec l'extérieur. Donc on peut imaginer que le router a deux talkie-walkie, l'un pour notre salle, donc sur le canal 8, et puis l'autre pour la seconde salle sur un autre canal. Première solution, je m'adresse à router en lui disant ce que je veux dire à Webby, et ensuite c'est lui, router, qui va répéter à Webby mes propos. Je lui parle. Et le router, qui a aussi contact avec la salle d'à côté, va pouvoir communiquer avec Webby. Webby entend router lui parler, mais il ne sait pas que c'est moi qui lui pose la question. Ce qu'il entend, c'est le router qui lui parle et qui lui pose la question. Évidemment, Webby va répondre à router, et router va me donner la réponse de Webby. Dans notre jargon informatique, nous appelons ça du NAT masquerading. Maintenant, nous allons voir un petit peu une autre façon de procéder. Deuxième solution, je m'adresse à un router en lui demandant de coller ces deux talkie-walkie ensemble, si bien que Webby va entendre dans son talkie que quelqu'un lui parle et il va reconnaître aussi ma voix. Le fait de passer par le router, Webby entend ce que je lui ai dit, il sait que c'est moi, sauf que Webby, il sait que dans son talkie, c'est moi qui lui parle, mais à qui doit-il s'adresser pour pouvoir me répondre? Donc il lui faut savoir qu'il doit passer par le router pour me répondre. Donc il passe par le router et je reçois sa réponse en direct, puisque le router a les deux talkie-walkie qui sont collés l'un à l'autre, donc ils peuvent, j'entends ce que dit Webby. C'est ce qu'on appelle le routage classique. Mais comment Webby ou moi-même savons-nous qu'il faut passer par le router pour communiquer? En fait, c'est une information que nous devons avoir quand on rentre dans notre pièce. Si nous ne l'avons pas, il va être impossible de communiquer avec d'autres personnes extérieures à notre pièce. On ne pourra communiquer qu'avec les personnes qui sont dans notre salle. Alors dans une pièce où il y a une seule porte, ce n'est pas très compliqué, on a notre samouraï dans l'encadreur de la porte et c'est avec lui qu'on va communiquer. Mais dans une pièce avec des portes multiples, je donne un exemple de schéma. Nous sommes toujours dans cette pièce, sauf qu'à droite, nous avons une autre salle et nous avons deux portes. Il y a notre samouraï, qui maintenant s'appelle Routex, et puis l'autre qui s'appelle Routine. Donc, on a généralement une porte par défaut, c'est la porte de sortie, pour sortir de la maison. Mais nous avons aussi une autre porte qui permet de communiquer avec une autre salle. Et donc, en passant par les talkie-walkie de chacun, de soit le Routex, soit le Routine, nous allons pouvoir communiquer avec les autres personnes des autres pièces, voire de l'extérieur. Autre configuration, notre maison est un petit peu plus grande ou agencée de façon différente. Et donc, si je veux parler avec External In, qui se trouve, évidemment, comme son nom l'indique, à l'extérieur, eh bien, je vais devoir passer par plusieurs samouraïs, par plusieurs routers. Donc notre premier c'est router, on reprend notre configuration de départ, et je vais devoir aussi parler à Routex pour communiquer avec External In. Première chose, je passe par router avec le talkie-walkie, qui transmet à Routex, qui transmet à External In. Dans l'autre sens, External In va communiquer avec Routex, qui va communiquer avec router, et qui va communiquer avec moi. Donc en fait, pour que External In puisse communiquer avec moi,
eh bien, il va falloir qu'elle sache qu'elle doit passer par rootx, et ensuite que rootx doive passer par router, et que le router, bien évidemment, communique avec moi, mais ça, il me connaît. Sinon, si toutes ces informations ne sont pas bien définies, eh bien, Exterline ne pourra jamais communiquer avec moi. Maintenant, le fonctionnement des réseaux IP n'a plus de secret pour vous. Mais on va quand même voir comment tout ça s'implémente dans la pratique réelle de l'informatique. Abordons, dans un premier temps, ce qu'est une adresse IP. Alors une adresse IP, eh bien, c'est comme le prénom ou le nom d'une personne. Eh bien, nous avons Brian, nous avons Morgan. Eh bien, chaque ordinateur va avoir son prénom, son nom, qui va lui permettre de communiquer. Et donc, nous utilisons pour ça les adresses IP. Un ordinateur peut avoir 0, 1 ou plusieurs adresses IP. Ça dépend juste du nombre de cartes réseau qu'il possède. Et même s'il n'en possède qu'une seule, eh bien, cette carte peut contenir plusieurs adresses IP. De quoi est constituée une adresse IP? Eh bien, il s'agit de 4 nombres entiers qui vont de 0 à 255 et qui sont séparés par des points. Nous avons le premier à gauche, le deuxième, le troisième et le quatrième à droite. C'est ce qu'on appelle des octets. Nous avons donc 4 octets, un octet étant constitué de 8 bits, le bit étant l'élément le plus petit dans le calcul numérique binaire. Un exemple d'une adresse IP très classique, 192.168.0.10. Avant de continuer, il va falloir travailler un petit peu sur ce qu'est le nombre. Et là, nous allons aborder quelques notions de mathématiques pour lesquelles on va avoir un petit besoin parce que nous allons devoir convertir nos fameux nombres de notre adresse IP en des valeurs binaires. Donc il va falloir voir d'abord ce que c'est que le nombre. Une notion mathématique, mais qui va être, j'espère, le plus simple. Qu'est-ce qu'un nombre? Donc un nombre est composé de chiffres. Qu'est-ce qu'un chiffre? Eh bien, il s'agit d'un élément utilisé dans la constitution des nombres. Bon, jusqu'à là, rien de bien sorcier. 192 est donc un nombre qui est composé de 3 chiffres. Prenons une similitude avec le mur et les briques. Un mur est constitué de briques. Une brique, c'est le plus petit élément d'un mur. Ça peut être elle-même un mur pour la fourmi, mais sinon ça fait vraiment qu'une petite structure. Mais si on met plusieurs briques, eh bien nous allons avoir un mur qui va grandir. Nous allons aborder la base numérique 10. Pourquoi 10? Eh bien il s'agit de la base que nous utilisons quotidiennement. Dans notre exemple des adresses IP, nous avons un nombre entier qui est compris entre 0 et 255. Ce nombre-là est écrit en base 10. Évidemment, il n'y a pas que cette base 10 qui existe, il y en a plein d'autres, normalement une infinité. Les plus courantes vont être les bases binaires, les bases octales et les bases hexadécimales. Donc, pour notre base 10, que nous utilisons quotidiennement, eh bien, nous allons avoir des nombres qui vont être composés de chiffres qui ne pourront prendre que 10 valeurs distinctes. 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Chaque valeur étant supérieure à la précédente. Donc 1 est supérieur à 0, 2 est supérieur à 1, etc. jusqu'à 9. Donc dans 192, on va décomposer ça avec plusieurs éléments. Donc le 1 va être le chiffre des centaines, le 9 va être le chiffre des dizaines, et le 2 le chiffre des unités. Donc on peut décomposer 192 en 1 fois 100, plus 9 fois 10, plus 2 fois 1. Lorsqu'on ajoute 1 au nombre 9, qui est composé d'un seul chiffre, normalement 1 plus 9, ça fait 10. Donc ça va nous donner le nombre 10. Pourquoi l'écrivons-nous 10? Eh bien, comme il n'y a pas de chiffre supérieur à 9, on passe alors à la dizaine supérieure, le chiffre des dizaines passant de 0 à 1, et le chiffre des unités redescend à 0. Donc 0,9 plus 0,1 est égal à 10. On peut écrire 9 qui est égal à 0 fois 10 plus 9 fois 1. Et 1 qui est égal à 0 fois 10 plus 1 fois 1. Ce qui fait que 10 est égal à 1 fois 10 plus 0 fois 1. Prenons un autre exemple, 10 972.
Si nous décomposons ce nombre avec un tableau en puissance de 10. Donc sur la droite, nous avons 10 puissance 0. Un nombre à la puissance 0, ça vaut toujours 1. Ensuite, 10 puissance 1, ça vaut 10. 10 puissance 2, cela vaut 100. 10 puissance 3, 1000, etc. etc. Donc, avec la base 10, en utilisant ces puissances de 10, eh bien, nous allons mettre nos chiffres de notre nombre dans les bonnes cases. On part du plus à droite. Le 2 est le nombre des unités, donc c'est 10 puissance 0. Ensuite, nous avons le 7, puis le 9, puis un 0, puis un 1. Évidemment, on pourrait continuer avec que des zéros jusqu'à l'infini, puisque il n'y a pas d'autres chiffres différents de 0 sur la gauche. Donc maintenant, si on multiplie tout ça, eh bien on a 2 fois 1 qui vaut 2, 7 fois 10 qui vaut 70, 9 fois 100 qui vaut 900, 0 fois 1000 qui vaut 0, et 1 fois 10 000 qui vaut 10 000. Le reste vaut toujours 0. Donc on peut décomposer 10 972 par cette somme de facteurs, 0 fois 10 puissance 7, plus 0 fois 10 puissance 6, et ainsi de suite. Voilà. Le tableau est un récapitulatif. Donc si on l'écrit avec des nombres directs, eh bien nous allons avoir plein de chiffres à écrire. Et on voit bien sur la droite qu'on a 2 fois 1, 7 fois 10, 9 fois 100, et ainsi de suite. Eh bien nous allons appliquer la même chose avec la base 2. Comme je vous l'ai dit, il existe plein d'autres bases, mais le principe reste le même. Un nombre est composé de chiffres. Ces chiffres pouvant prendre une quantité finie de valeurs possibles. Pour la base 10, on a vu qu'il y avait de 0 à 9 possibilités. En informatique, la base utilisée par les microprocesseurs n'est pas la base 10, mais la base 2. Pourquoi 2 ? Tout simplement parce qu'au début de l'informatique, un des composants des ordinateurs, qu'on appelait le transistor, et donc des composants du microprocesseur, ne pouvait avoir que 2 états, ouvert ou fermé. C'était du courant électrique qui passait, et donc fermé, le courant passe, ouvert, le courant ne passe pas. Ainsi, un nombre en base 2, donc on parle de nombre binaire, sera constitué que de chiffres pouvant soit valoir 0, soit valoir 1. Là où nous en avions 10 jusqu'à présent, on n'en a plus que 2, 0 ou 1. Donc 0 plus 1 va valoir 1, 1 plus 1 va valoir 10 en base binaire, mais en fait ça vaut 2 en base 10. Donc le chiffre 2 n'existant pas, eh bien on passe à la deuxième, si on pouvait s'exprimer comme ça. 10 qui vaut 2 en base 10, plus 1 va valoir donc 11, qui correspond en fait à 3 en base 10, etc. etc. Donc, par exemple, nous avons ce nombre 0,1,1,0,1,0,1,0 qui est un nombre binaire. Il va se décomposer en 0 fois 2 puissance 7, plus 1 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0. Donc on part de gauche et on va sur la droite. Si on traduit les deux puissances quelque chose, eh bien ça nous donne 0 fois 128, plus 1 fois 64, plus 1 fois 32, plus 0 fois 16, plus 1 fois 8, plus 0 fois 4, plus 1 fois 2, plus 0 fois 1. Ce qui fait au total 106 en base 10. Donc le nombre binaire que nous avions en haut, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, correspond en fait en base 10 à 106. On peut récapituler ça sous forme d'un tableau, comme on l'avait vu précédemment, sauf que cette fois-ci nous sommes en base 2, donc les 10 ont été remplacés par des 2. Nous avons toujours les puissances en haut, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, jusqu'à 7 en allant de droite à gauche. Mettons les chiffres que nous avions de notre nombre binaire, eh bien nous avions donc tout à droite 0,
puis 1, puis ensuite 0, puis 1, puis 0, puis 1, puis 1, puis 0. On récapitule avec la somme, donc 0 fois 2 puissance 0, donc ça fait 0. 1 fois 2 égale 2, 0 fois 4 est égal à 0, 1 fois 8 est égal à 8, 0 fois 16 est égal à 0, 1 fois 32 est égal à 32, et 1 fois 64 est égal à 64. Maintenant, notre fameuse adresse IP, que nous écrivions 192.168.0.10, peut alors être écrite sous cette forme-là. Le 192 se transforme en binaire à gauche, avec le 1, 1, puis suivi de 6, 0. Ensuite, le 168, c'est une succession de 1 et de 0, puis 3 0. Le 0, c'est 8 0. Et 10 va être écrit de la même façon en binaire. Nous allons parler du masque un peu plus tard, mais là je peux vous indiquer que le masque IP qui s'écrit 255.255.255.0 peut être lui aussi écrit sous cette forme-là, en binaire. 8.1 avec un point, 8.1 avec un point, 8.1 avec un point, et 8.0. Ça a vraiment son importance, parce que nous allons voir ensuite pourquoi on a besoin d'avoir ces informations-là. Maintenant, nous allons prendre un exemple basique, une configuration classique. Nous avons 3 ordinateurs qui sont reliés dans une configuration donc classique, chacun ayant leur carte réseau Ethernet respective, qu'on aura branchée par un câble réseau. Évidemment, ça marche en Wi-Fi, c'est la même chose. Et une machine R qui va avoir, elle, 2 cartes réseau, qui va permettre donc de relier PC1, PC2 à PC3. Voyons le schéma classique. Sur notre gauche, donc nous avons PC1, PC2, reliés tous les deux avec un petit hub ou un petit switch réseau. Nous avons notre machine R qui, elle, a une carte réseau sur la gauche et une carte réseau sur la droite, connectée à un petit switch. Et PC3 se trouve de l'autre côté, donc à droite du schéma. Maintenant, nous allons nous mettre à la place de PC1. On va se rappelez-vous le proverbe amérindien qu'on avait vu au tout début. Avec qui PC1 peut-il communiquer? A priori avec PC2 et routeur, le R. Mais comment peut-il le savoir? Eh bien, c'est là que le masque réseau intervient. Qu'est-ce que le masque réseau? Donc, il s'agit d'une sorte d'adresse IP, mais ce n'en est pas une évidemment, qui s'écrit de la même façon. Un exemple qu'on a déjà vu tout à l'heure, 255.255.255.0, le masque classique, basique par excellence. Pour savoir avec qui PC1 va pouvoir communiquer, eh bien, l'ordinateur PC1 doit avoir une adresse IP. On la connaît, c'est 192.168.0.10. Mais il faut également qu'il ait un masque réseau. Donc, récapitulatif, PC1 a l'adresse IP 192.168.0.10. Chez nous, dans les petites entreprises, le masque réseau que nous aurons, c'est souvent 255.255.255.0. Ok, ce masque, à quoi il sert et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, ce masque va permettre de savoir à qui s'adresser pour communiquer avec un autre ordinateur. Et puis vous n'en faites rien, vous êtes juste là pour configurer correctement votre ordinateur. C'est l'ordinateur qui, lui, va se servir de ces informations-là pour pouvoir communiquer. Jusqu'à 9, c'est ok, tu es in. Après quoi, tu es KO, tu es out. Serge Gainsbourg chantait Qui est in, qui est out, c'était en 1968, avant la création du protocole IP, qui a été fait au début des années 70, 73 exactement. Peut-être que les créateurs de ce protocole avaient cette chanson en tête. Et donc, c'est exactement ce que va se demander PC1. Qui est in, qui est à l'intérieur, qui est out, qui est à l'extérieur. PC1 veut communiquer avec PC2. Rappelez-vous le schéma, PC1 et PC2 sont a priori sur le même réseau. Est-ce que PC2 est-il dans son même réseau, on va dire dans notre cas dans la même pièce, ou est-il à l'extérieur? Il veut aussi communiquer avec PC3. Est-ce que PC3 est dans son réseau à lui aussi?
ou est-ce qu'il est bien à l'extérieur, dans une autre pièce? Eh bien, pour cela, il va utiliser le masque qu'il possède, le fameux 255, 255, 255, 0. Récapitulons, nous avons PC1 qui a pour adresse 192, 168, 0.10, je vais abréger, le masque 3 fois 255 et un 0, et PC2 qui a l'adresse 192, 168, 0, 20. Techniquement, les ordinateurs ne travaillent pas en base 10. Nous utilisons base 10 parce que c'est notre système numérique classique, mais les ordinateurs vont travailler en base 2, comme je vous l'avais indiqué précédemment. Les informations qu'il possède, PC1, donc son adresse IP, son masque et l'adresse IP qu'il veut atteindre, eh bien, vont être vues comme ceci. L'adresse IP de PC1, c'est la décomposition en binaire avec ses 1 et 0. Le masque, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, c'est 1111.11 et ainsi de suite. PC2, eh bien, l'adresse binaire est écrite de cette façon. Donc, pour savoir si PC2 fait partie du même réseau, il va appliquer le masque sur son adresse et celle de PC2. Alors, comment que ça se passe? Eh bien, l'algorithme d'application du masque est le suivant. On prend le masque sous sa forme binaire. Donc on a les 1 et ensuite le dernier point avec les 0 à droite. On va partir de la gauche vers la droite sur ce masque. Chaque chiffre va posséder ce qu'on appelle un index. L'index 1, l'index 2, l'index 3, jusqu'à 32, puisque nous avons 8 x 4 chiffres. Le premier 1 sur la gauche, il a pour index 1. Celui qui est juste sur sa droite va avoir l'index 2. Celui qui est encore un peu plus à droite va avoir l'index 3, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à l'index 31, qui est l'avant-dernier 0 sur la droite, et l'index 32, qui est le dernier 0 sur sa droite. Donc l'index du dernier chiffre 1, en partant de la gauche vers la droite, sera le fameux masque dans sa notation CIDR. Ce que vous avez déjà certainement entendu parler, les masques en notation CIDR, il s'agit du dernier 1 qui est présent depuis la gauche vers la droite, avant d'arriver sur les 0. Donc dans notre cas, le masque 255, 255, 255, 0, eh bien, avec cette notation binaire, nous indique que le dernier 1 qui est présent avant les 0 sur la droite, eh bien, il a pour index 24. Donc, sachant ça, pour chaque chiffre 1 du masque en partant de la gauche, on va comparer les chiffres de même index pour les deux adresses IP. Évidemment, toujours sur la forme binaire, on travaille avec les 1 et les 0. Lorsque le chiffre du masque vaut 0, eh bien, on ne fait pas la comparaison. Donc, reprenons maintenant l'ensemble des informations et on met ça sous forme de tableau. En haut, nous avons ici le masque. Alors, tout en haut, nous avons les index des bits. Deuxième ligne, nous avons donc le masque écrit sous sa forme binaire. Troisième ligne, nous avons l'adresse de PC1 écrit en version binaire. Ligne d'en dessous, nous avons l'adresse IP de PC2 dans sa forme binaire. Et ensuite, l'avant-dernière ligne, c'est la vérification, est-ce que les deux valeurs doivent être exactes. Donc, quand notre chiffre du masque vaut 1, on fait la comparaison. À l'index 1, nous avons donc le masque qui vaut 1. Donc nous allons comparer si les deux valeurs des index sur les deux adresses IP sont identiques. On a 1 qui est égal à 1, donc, dernière ligne du tableau, on met 1. Index 2, nous avons toujours le masque qui vaut 1, donc nous allons comparer les deux valeurs, 1 et 1, qui vaut 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que notre masque, qui est arrivé à 24, eh bien on continue à la dernière index qui vaut 24, eh bien nous avons toujours un 1. On fait la comparaison, est-ce que 0 est égal à 0? Oui, donc ça vaut 1. Ensuite, le masque indique qu'il y a que c'est 0.
l'index 25 du masque, eh bien c'est 0. Donc on ne fait pas de comparaison. Et normalement, un masque, lorsqu'il y a un premier 0, tout de suite après, il ne doit plus rester que des 0. Donc nous nous arrêtons là, et nous voyons que l'ensemble des tests, des comparaisons, ont été avec succès, les valeurs étaient égales, donc on en déduit que les deux IP sont sur le même réseau. Maintenant, nous allons comparer l'adresse du PC2, donc qui est 192.168.0.20, et on va la comparer avec l'adresse du PC3, qui est 192.168.1.10. On conserve le même masque, 255.255.255.0. Je vous réécris le tableau. Donc en haut, nous avons toujours le même masque. Ensuite, deuxième adresse, c'est l'adresse IP de PC2, donc qui est en version binaire. L'adresse IP de PC3 en version binaire aussi. Et les endroits où on doit vérifier toutes les valeurs, avec égal, 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 parce que notre masque vaut 1 pour chaque index. Nous refaisons la même chose, nous repartons de l'index 1. Est-ce que le masque vaut 1? Oui. Donc, alors je vais tester, est-ce que 1 est égal à 1? Oui. Index 2, c'est toujours 1, donc je fais la comparaison. Est-ce que le 1 est égal à 1? Oui. Donc ça vaut 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'arrive à l'index 23. L'index 23, qui a pour valeur pour le masque 1. Je compare, est-ce que 0 vaut 0? Alors, c'est vrai. Passons à l'index 24. L'index 24, j'ai toujours le masque qui vaut 1, donc je fais la comparaison. Est-ce que 0 est égal à 1? À ce moment-là, nous n'avons pas d'égalité. Et là, alors que l'égalité devait être complète pour que, que PC2 soit avec PC3, eh bien, nous n'avons pas jusqu'au bout les comparaisons qui sont bonnes. Donc tout est vrai pour l'ensemble des 1 du masque, sauf la dernière comparaison. Et donc, vu que une des comparaisons n'est pas correcte, à ce moment-là, les deux adresses ne sont donc pas dans le même réseau. Dans notre cas, dans notre exemple illustré, dans la même pièce. Maintenant, comment vont communiquer les ordinateurs ensemble? Dans le cas où les deux ordinateurs sont dans le même réseau, on a PC1 et PC2 qui sont dans le même réseau, et bien pour que PC1 puisse communiquer avec PC2, il va envoyer son message à travers le réseau, donc à travers la carte réseau, tel que les fruits du pissenlit. Alors les fruits du pissenlit, ce sont les petites boules, enfin c'est la boule du pissenlit, quand on souffle dedans, ça part dans tous les sens. Voilà. Pour reprendre l'analogie avec les talkie-walkie, s'il y a d'autres PC dans le même réseau, eh bien on est sur le même canal radio, tout le monde va recevoir l'information. Mais ceux qui ne sont pas concernés, parce que PC1 veut parler avec PC2, il ne veut pas parler avec PC3, enfin avec un PC autre qui ne serait dans le même réseau, eh bien ils ne vont pas s'en occuper. On peut faire en sorte que, même si le message nous est pas destiné, eh bien qu'un PC, par exemple un PC 0, qui serait dans le même réseau, eh bien, puisse quand même écouter ce qui se passe. Et alors, on appelle à ce moment-là sniffer le réseau, c'est-à-dire écouter des choses qui ne nous concernent pas. C'est important lorsque vous avez un diagnostic réseau à réaliser, vous allez faire du sniffing, du sniffage, on va dire, de réseau. Vous allez écouter les choses qui transitent dans votre réseau. Donc, PC1 veut communiquer avec PC2, il envoie un message, donc en rouge, il envoie partout dans le réseau, donc le routeur R reçoit aussi ce message, mais ça ne le concerne pas, il veut parler avec PC2, donc le routeur ne va pas répondre. PC2, lui, s'aperçoit que PC1 lui communique avec lui, il va renvoyer de la même façon l'information à PC1. Évidemment, cette information va être envoyée aussi au routeur, mais le routeur, comme ça ne le concerne pas, n'en prend pas compte. Maintenant, dans le cas où deux ordinateurs ne sont pas dans le même réseau, on parle de PC2 et PC3 dans notre cas, eh bien, PC2 va devoir s'adresser à son son routeur R pour faire parvenir à PC3 son message. Vous vous rappelez, quand je voulais communiquer avec Webby, eh bien, je suis passé par mon routeur, mon Samurai router, et c'est lui qui faisait la transition.
soit lui-même, en prenant mes messages, en les envoyant à Webby, et puis dans le sens inverse aussi, ou alors il faisait juste la jonction entre moi et Webby. Donc, PC2 va devoir communiquer avec le routeur va communiquer avec PC3, PC3 va répondre à routeur, et routeur va répondre à PC2. Nous avons vu les deux techniques. Première technique, PC2 communique à R, le routeur communique à PC3, PC3 répond à R, qui renvoie ensuite à PC2. Ou alors, PC2 communique directement à PC3, car R ne fait que récupérer le message et le renvoie sans intervenir dessus. Il ne l'écoute pas, il fait juste, je récupère l'info, je la transmets, mais je n'interviens pas dans les deux. Et évidemment, dans les deux sens. Pour qu'un ordinateur puisse communiquer avec un autre, qui n'est pas sur son réseau, il doit donc passer par une passerelle. Bon, par défaut, chez soi, dans une petite entreprise, votre passerelle, c'est la box Internet. Vous allez sur Internet, vous passez par votre box. Votre box Internet, c'est votre routeur personnel. Le fait de passer par une passerelle se nomme, on va prendre une route, et le mécanisme mis en œuvre est le routage, en anglais qui s'appelle routing. Selon les besoins, il est parfois obligatoire de définir une route précise afin que la machine sache à qui s'adresser pour aller vers un autre ordinateur ou un autre réseau. Cas des plus grandes entreprises où il y a plusieurs réseaux et donc on n'a pas qu'une seule passerelle pour communiquer avec l'extérieur, on va éventuellement passer par d'autres chemins. Rappelez-vous la salle, il y a une salle qui a plusieurs portes. Il y a une porte qui amène vers la sortie, mais il y a aussi d'autres portes vers d'autres salles. Donc, pour communiquer avec une autre salle qui n'est pas la route par défaut, on va dire quelque chose à l'ordinateur comme pour aller vers le réseau qu'on va appeler Netcat par exemple, il faut passer par le PC routeur 2. Bon, ça ne vous dit rien, mais on va voir comment ça se passe. Si on prend notre exemple, on veut que PC1 ou PC2 puissent communiquer avec PC3. Par défaut, peut-être qu'ils ont une passerelle, mais si jamais ils n'ont pas de passerelle, par défaut, il va falloir indiquer. On va dire que PC2, pour aller vers le réseau qui contient PC3, il faut passer par R. Alors, ça c'est la version théorique, je dis à PC2, je lui dis pour aller vers le réseau qui contient PC3, il faut passer par R, le routeur. En commande Linux, dans notre cas, on va devoir saisir sur PC2 cette commande avec root. Donc root, on ajoute une route, enfin le root add, on va ajouter une route. Quel est le réseau que l'on veut atteindre? Le réseau qui contient PC3, c'est le réseau 192.168.1.0, avec le masque CIDR 24. Et par où doit-il passer pour atteindre ce réseau? C'est la passerelle GW, Gateway en anglais, qui est 192.168.0.1. Première possibilité, le routeur va utiliser la première technique, qui est le masquage, le NAT masquerading. À ce moment-là, donc, nous allons indiquer que PC1 et PC2 doivent passer par le routeur pour se connecter à PC3, pour pouvoir communiquer à PC3. Donc, on va indiquer sur chacun des deux machines cette instruction root add-net 192.168.1.0/24 et la passerelle 192.168.0.1. Si la carte réseau de R portant l'adresse 192.168.1.1, donc celle qui est cotée de PC3, elle se nomme ENP0S8, ce qui est assez classique sur des machines Debian. Voilà, on la voit indiquée. On va activer le masquage, le routage par masquage, avec la commande suivante, la règle iptable -t NAT, donc on est bien dans du NAT, Network Address Translation, -a post-routing, bon, c'est une instruction spécifique, -o, l'interface sur laquelle on va appliquer cette instruction, et le -j, comment se fait le routage? Par du masquage, masquerade. Maintenant, si on veut que le routeur utilise le routage classique,
C'est-à-dire qu'il ne s'occupe quasiment de rien, il ne fait juste prendre les informations, les renvoyer, mais il n'écoute pas, il fait juste le transfert. On va toujours utiliser la même route pour PC1 et PC2. Pour aller sur PC3, nous passons par le routeur. Le routeur qui, vu de PC1 et PC2, a la même adresse IP, 192.168.0.1. Donc il fait partie du même réseau. Maintenant, sur PC3, vu que ce qui est envoyé par PC1 et PC2 sont vus provenant de 192.168.0.10 ou 0.20, eh bien PC3, lui, ne va pas savoir quelle est la route vers ce réseau. Lui, il est en 192.168.1 quelque chose. Donc il faut lui annoncer, l'informer, que pour atteindre le réseau 192.168.0 quelque chose, il doit passer par, lui aussi, le routeur. Sauf que le routeur, vu de son côté, a l'adresse 192.168.1.1. Donc nous allons utiliser la même instruction que pour PC1 et PC2, avec des petites nuances. Donc nous ajoutons une route add, mais cette fois-ci pour aller vers le réseau de PC1 et PC2, ça ne va pas être 192.168.1.0, mais 192.168.0.0/24. Et la passerelle pour y arriver sera 192.168.1.1. Voilà, ce petit cours est terminé. J'espère qu'avec ces informations-là, vous allez pouvoir mieux appréhender comment fonctionne votre réseau chez vous, comment mettre en place des routages entre réseaux, et ainsi être à l'aise avec l'IP et le plan d'adressage et le routage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube dont l'adresse se présente en dessous. Merci.